8h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 5 février 2024. La décision est tombée le 5 janvier dernier à l'issue du Conseil des ministres. La page de la CIN est désormais tournée, place à présent à la Nigérienne des eaux. Une décision qui met définitivement fin au contrat d'affermage avec le groupe français Viola. Quels sont les avantages et inconvénients de cet acte? Élément de réponse à travers ce reportage signé Boubacar Souley et Adamou Soumana. Décidé en janvier 2023 par le gouvernement nigérien, puis acté un an plus tard avec l'avènement du CNSP au pouvoir à travers un projet de décret datant du 5 janvier 2024, la création de la Nigérienne des eaux en lieu et place de la CIN se veut un des actes forts posés par les autorités actuelles dans la quête de la souveraineté nationale. La reprise stratégique de la société des eaux du Niger est une très bonne chose pour nous et pour l'État du Niger. C'est une décision responsable qui va permettre naturellement au secteur d'engranger autant de ressources, parce qu'avant, quand il y avait un fermier, c'est-à-dire le bénéfice de l'eau, on donne seulement un peu au Niger et le fermier va avec le reste. Mais aujourd'hui, quand l'État du Niger s'engage à prendre en charge, à gérer sa société d'eau, je crois que le ressource, le bénéfice revient totalement à l'État, ce qui permettra à l'État d'investir beaucoup de ressources dans le secteur, renouveler les installations, créer des branchements promotionnels pour que d'autres quartiers ou d'autres zones qui n'ont pas accès puissent avoir accès. Ça permettra également à l'État de réduire le taux de crédit contracté. Parce qu'il faudrait qu'à l'heure actuelle, l'État, si on fait le bilan, c'est à peu près 500 milliards de francs CFA, en tout cas contractés de crédits investis dans le secteur de l'eau. Et les 500 milliards avec le fermier, ça n'est vaut rien du tout parce que ça n'a pas d'impact positif sur les populations. Aujourd'hui, l'État contracte des crédits, investit dans les secteurs, vend de l'eau, mobilise des ressources pour lever l'équilibre financier de la société des patrimoines des eaux du Niger. Cela va permettre à toutes les personnes, comme dans l'agenda 2015, à chaque personne d'ici 2030 d'avoir un robinet à la maison, ouvrir, avoir de l'eau potable, conformément à la Constitution de la République du Niger. Une décision certes salutaire, mais pour l'application de laquelle des défis restent encore à relever. Le premier inconvénient, c'est avec le personnel même de la scène. Il va falloir que le personnel comprenne pourquoi l'État a privatisé. Je suis d'accord qu'il y a certains avantages qui vont être élagués. Naturellement, ils deviennent des fonctionnaires de l'État, une direction du ministère de l'Assainissement, et donc il n'y a pas de raison à ce qu'ils gagnent des avantages faramineux plus que d'autres agents de l'État. Ce qui veut dire que je ne suis pas dans les secrets de l'État, mais je sais qu'il y a des choses qui vont être biffées, des avantages qui vont être réduits. Ça ne va pas justement plaire aux agents qui ont travaillé pendant 20 ans, qui ont ces opportunités. Alors que l'État, dans sa mission régalienne, de mobiliser des ressources, de sécuriser les ressources, doit procéder justement à cette veille pour qu'il y ait une transparence, pour qu'il y ait une bonne gouvernance au niveau de la ressource. Mais il faut que les gens comprennent, c'est une question nationale, c'est une question effectivement extrêmement importante quand on parle de l'eau. Il faut économiser pour permettre à ceux qui n'ont pas cette eau d'en avoir d'une meilleure qualité. Deuxième inconvénient, c'est l'aspect communication. Parce que jusque-là, aucune communication n'a été faite, alors que quand l'État reprend stratégiquement la boîte, il y a 3 types de communication. La première communication, comme je viens de le dire, c'est au niveau du personnel de la scène, pour qu'ils comprennent pourquoi l'État, pourquoi on va nationaliser cette société, pour que nous puissions garantir l'accès à l'eau potable à nos communautés. Deuxième niveau de communication, c'est au niveau effectivement de communautés et populations. Aujourd'hui, les gens pensent que quand l'État reprend la société, ça va coûter moins cher l'eau. Il faut que les gens comprennent. L'eau actuellement est la moins chère dans toute l'Afrique. Nous consommons l'eau la moins chère et l'eau de qualité. Donc, par conséquent, il ne faut pas que les gens pensent que parce que l'État a repris la société, encore on va casser le mètre cube. Troisième niveau de communication, c'est au niveau des partenaires de la communauté de bailleurs de fonds. Comment est-ce que nous pouvons convaincre notre bailleur de fonds à investir dans le secteur, à nous accompagner pour essayer effectivement de relever ces défis. Des défis qui seront sans nul doute relevés pour affirmer davantage la souveraineté du pays, comme sur le plan énergétique où les Nigériens se disent satisfaits des efforts fournis par les autorités de la transition pour l'indépendance du Niger en fourniture d'électricité.
Après le départ des pays membres de l'AES, de l'organisation ouest-africaine annoncé le 28 janvier 2024, l'abandon par les 10 pays du franc CFA se pose avec acuité chez bon nombre de citoyens du Sahel. Notre reporter Aboubakar Ibrahim s'est intéressé au sujet en amont, suivant son reportage. Depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des militaires, l'on a assisté à la prise de certaines décisions énergiques globalement applaudies par les populations. Mais la question qui demeure encore sur toutes les lèvres et qui suscite incompréhension est de savoir pourquoi jusqu'à là, les dirigeants de ce qu'on appelle désormais l'Alliance des États du Sahel AES n'ont pas encore pris de dispositions pour tourner dos à ce qui est considéré des monnaies coloniales. Tout de suite et maintenant, y a-t-il possibilité pour ces États d'aller vers la création d'une monnaie unique? Pour l'économiste Soli Abdoulaye, cette possibilité peut se traduire par la conjugaison de plusieurs aspects. Et le processus, vous savez, de la recherche d'une monnaie africaine a commencé depuis les années 80. Mais c'est un processus qui prend du temps, qui doit en tout cas cerner un certain nombre de critères qu'on appelle les critères de convergence. Alors, pour créer une monnaie, il faut tout simplement avoir un certain nombre de réserves d'or. Parce que vous savez, la monnaie, elle a un caractère fiduciaire. C'est-à-dire, on fait foi, on a confiance à quelque chose qu'on fait, un papier, un métal qu'on vous livre. N'est-ce pas? Pour que vous donniez, par exemple, vous, un bien que vous avez. Donc, si vous avez la quantité d'or qu'il faut pour créer donc la banque centrale, et la banque centrale va faire des réserves d'or qui vont, cette réserve d'or qui va équivaloir à la quantité de la monnaie qu'on va émettre, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, le second aspect, il faut que votre monnaie soit arrimée à une autre monnaie de référence internationale. Le deuxième aspect, pour que cette monnaie soit viable, pour qu'elle soit respectée, pour qu'elle soit utilisée, il faut que du point de vue économique, vous représentez quelque chose. Il faut que vous ayez quand même une grande population. Ça, c'est important. Parce que la population, elle a comme atout, comme vertu, c'est-à-dire le caractère de consommer. Il faut que vous ayez des industries. Parce que si vous avez une monnaie et que l'extérieur ne vient pas chercher quelque chose sur vous, votre monnaie n'aura pas de valeur. Invitant les autorités à faire preuve de volonté politique en se lançant dans la perspective d'une monnaie unique, Soli Abdoulaye rappelle qu'il n'y a aucun développement possible en étant dans la zone franc. Aujourd'hui, le fait que nous soyons dans le franc CFA est pire que quand nous allons avoir notre monnaie, même si elle va trébucher, on va avoir des petits problèmes, des petits soucis. Vaut mieux avoir cette monnaie qui est la nôtre que cette monnaie que la France est en train de nous imposer et en train de nous exploiter à travers elle. Et tant qu'on n'a pas cherché à quitter le franc CFA, je vous garantis qu'il n'y aura jamais de développement dans nos pays. Jamais. Parce que la France a mis un système bien calculé, bien huilé, qui fait que avec ce système, avec cette monnaie qu'elle nous crée, qu'elle nous donne, on ne peut pas penser à un développement. Donc il faut oser, il faut avoir cette volonté. Et c'est ça malheureusement qui manque. Or aujourd'hui, vous savez, par le passé, ce qui fait que les chefs d'État hésitent parce qu'ils sont menacés. C'est des chefs d'État qui, soi-disant élus démocratiquement, donc ils ont leurs pieds et mains attachés, liés par la France. Ils ne peuvent pas oser. Dès qu'ils font, on les menace de coups d'État. Aujourd'hui, ce sont des militaires que nous avons au pouvoir. Et des militaires qui ont pris déjà des décisions courageuses, n'est-ce pas, qui cherchent à nous extirper de l'emprise de la France. Ici, dans la région monétaire entre les anciennes colonies françaises et la France, cette devise qui a déjà subi plusieurs dévaluations est aujourd'hui en termes d'échange des très longs comparables à l'euro ou encore au dollar.
a rappelé enfin que pour l'instant, l'abandon de cette monnaie est vivement souhaité par la grande majorité des populations qui la partagent. Vont-elles un jour assister à cette possibilité? L'avenir nous le dira. Parlons santé dans cette édition pour évoquer la maladie de l'anémie qui est un manque de globules rouges dans le sang. Quelles sont ses conséquences et comment se manifeste-t-elle? Voyons tout cela avec Nafissatou Zakou. L'anémie est une affection qui se manifeste par un manque de globules rouges dans le sang. Cependant, les causes de cette maladie sont multiples, mais la carence en fer est la plus fréquente. Les globules rouges, normalement, ils durent 120 jours. Alors, s'ils durent 60 jours, 100 jours, 80 jours, il meurt, vous êtes d'accord que dans notre sang, il y aura moins de globules rouges et la personne va avoir de l'anémie. Par exemple, quand vous avez les palus, le parasite du palu qui vous infeste, il va détruire vos globules rouges. Alors, il n'arrive pas à leur terme de 120 jours. Voilà pourquoi ceux qui ont le palu, surtout les enfants, développent toujours l'anémie. Elle peut aussi être due à une perte abondante de sang. Par exemple, une hémorragie. Vous faites un accident, vous coupez peut-être un vaisseau, le sang, vous allez perdre du sang. Et vous êtes d'accord avec moi, quand vous perdez du sang, vous perdez une quantité énorme de ces globules rouges. Ça aussi, il y aura une diminution de ce nombre de globules rouges et vous pouvez être anémique. Pour que le globule rouge soit fabriqué au niveau de la moelle osseuse, ça a besoin des éléments indispensables et qui sont dans la majorité des cas apportés par l'alimentation. Par exemple, le fer. Par exemple, les femmes, dès qu'elles tombent enceintes, jusqu'à pratiquement après l'accouchement, on leur demande toujours de prendre du fer pour accompagner, c'est pour renforcer la fabrication de globules rouges. L'anémie n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un état attribuable à d'autres troubles de santé. Alors, quelles sont les conséquences de cette maladie? Il faut comprendre l'anémie comme étant une conséquence de quelque chose. Et elle se manifeste par deux signes principaux, c'est-à-dire des signes cutanés et des signes cardiovasculaires. C'est-à-dire le signe cutané, c'est des choses, d'abord la pâleur. Vous allez voir le conjonctif, le muqueuse, les teguments qui sont pâles. Au lieu que quand vous regardez la conjonctive, qu'elle soit colorée en rouge, elle devient pâle, un peu blanc. Il y a aussi la peau qui devient sèche. Il y a le poil et les cheveux qui vont devenir très fins. Il y a les ongles, n'est-ce pas, qui vont devenir fragiles et cassants. Et des signes cardiovasculaires, c'est des dyspnées, c'est-à-dire une difficulté à respirer. Vous avez des difficultés dès que vous faites un petit mouvement, une petite activité physique, dès que vous marchez, vous vous étouffez, vous avez du mal à respirer, vous avez une tachycardie, votre cœur qui va fort, vous avez des édèmes de membres inférieurs. Les personnes les plus exposées, d'abord la femme. La femme, elle est parce que des natures, vous savez, la femme, chaque mois, elle perd du sang à travers les règles. Au moment de la grossesse, imaginez quand une femme est enceinte, pratiquement son besoin double. Il y a d'abord son besoin, elle, la maman, mais aussi les besoins du bébé, c'est-à-dire du fœtus qu'elle porte. Il y a des personnes qui sont des malades, qui ont des maladies qui touchent le globule rouge, il y a les drépanocytoses. La drépanocytose, c'est une maladie qui touche le globule rouge et elle peut raccourcir la durée de vie du globule rouge. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être un des facteurs. C'est pour ça que les drépanocytoses sont permanemment anémiques. Pour pallier à cette maladie, il est conseillé de consommer beaucoup d'aliments riches en fer chez les femmes et protéger les enfants contre le paludisme, surtout les enfants drépanocytaires. Nous en venons à la partie magazine de ce journal qui porte sur la nationalisation de la CIN. Désormais, la Nigérienne des eaux et autres stratégies pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations avec le président du REGIA, Ousmane Dambaji. Très bonne réception à vous. La reprise stratégique de la société des eaux du Niger est une très bonne chose pour nous et pour l'État du Niger. C'est une décision responsable qui va permettre naturellement au secteur d'engranger autant de ressources parce qu'avant, quand il y avait un fermier, c'est-à-dire le bénéfice de l'eau, on donne seulement un peu au Niger et le fermier va avec le reste. Mais aujourd'hui, quand l'État du Niger s'engage à prendre en charge, à gérer sa société d'eau, je crois que le ressource, le bénéfice revient totalement à l'État, ce qui permettra à l'État d'investir beaucoup de ressources dans le secteur, renouveler les installations, créer des branchements promotionnels pour que d'autres quartiers ou d'autres zones qui n'en ont pas accès puissent avoir accès. Ça permettra également à l'État de réduire le taux de crédit contracté. Parce qu'il faut dire qu'à l'heure actuelle, l'État, si on fait le bilan, c'est à peu près 500 milliards de francs CFA
en tout cas contracter des crédits et investir dans le secteur de l'eau. Et les 500 milliards avec le fermier, ça ne vaut rien du tout parce que ça n'a pas d'impact positif sur les populations. Mais aujourd'hui, l'État contracte des crédits, investit dans les secteurs, vend de l'eau, mobilise des ressources pour relever l'équilibre financier de la Société des patrimoines des eaux du Niger. Cela va permettre à toutes les personnes, comme dans l'agenda 2015, à chaque personne d'ici 2030 d'avoir un robinet à la maison, ouvrir, avoir de l'eau potable, conformément à la Constitution de la République du Niger. Les inconvénients sont énormes. D'abord, le premier inconvénient, c'est avec le personnel même de la SEN. Il va falloir que le personnel comprenne pourquoi l'État a privatisé. Je suis d'accord qu'il y a certains avantages qui vont être élagués. Naturellement, ils deviennent des fonctionnaires de l'État, une direction du ministère hydraulique et assainissement. Et donc, il n'y a pas de raison à ce qu'ils gagnent des avantages faramineux plus que d'autres agents de l'État. Ce qui veut dire que je ne suis pas dans les secrets de l'État, mais je sais qu'il y a des choses qui vont être biffées, des avantages qui vont être réduits. Ça ne va pas justement plaire aux agents qui ont travaillé pendant 20 ans, qui ont ces opportunités. Alors que l'État, dans sa mission régalienne de mobiliser des ressources, de sécuriser les ressources, doit procéder justement à cette veille pour qu'il y ait une transparence, pour qu'il y ait une bonne gouvernance au niveau de la ressource. Donc je sais que ça peut créer quelque chose, en tout cas au sein de la boîte, mais il faut que les gens comprennent, c'est une question nationale, c'est une question effectivement extrêmement importante quand on parle de l'eau. Il faut économiser pour permettre à ceux qui n'ont pas cette eau d'en avoir d'une meilleure qualité. Deuxième inconvénient, c'est l'aspect communication. Parce que jusque-là, aucune communication n'a été faite, alors que quand l'État reprend stratégiquement la boîte, il y a 3 types de communication. La première communication, comme je viens de le dire, c'est au niveau du personnel de la SEN, pour qu'ils comprennent pourquoi l'État, pourquoi on va nationaliser cette société, pour que nous puissions garantir l'accès à l'eau potable à nos communautés. Deuxième niveau de communication, c'est au niveau effectivement de communautés et populations. Aujourd'hui, les gens pensent que quand l'État reprend la société, ça va coûter moins cher l'eau. Il faut que les gens comprennent. L'eau actuellement est la moins chère dans toute l'Afrique. Nous consommons l'eau la moins chère et l'eau de qualité. Donc, par conséquent, il ne faut pas que les gens pensent que parce que l'État a repris la société, encore on va casser le mètre cube. Je vous parle actuellement. Les pauvres, les tranches sociales consomment le mètre cube à 127 francs. C'est-à-dire il faut consommer 1000 litres à la pompe pour payer 127 francs. Et c'est là jusqu'à 10 mètres cubes. Donc, jusqu'à 10 mètres cubes, vous payez 127 francs. C'est au-delà de 10 mètres cubes que vous allez être dans la tranche nantie. Troisième niveau de communication, c'est au niveau du partenaire de la communauté de bailleurs de fonds. Comment est-ce que nous pouvons convaincre d'autres bailleurs de fonds à investir dans le secteur, à nous accompagner pour essayer effectivement de relever ces défis? Je me dis, le défi est énorme. Il ne faut pas que les gens s'attendent. On a repris la société, c'est demain ou après-demain que les choses vont être clean. Non. La question de l'eau, elle est structurelle. Naturellement, ça va prendre du temps parce qu'aujourd'hui, dans toutes nos villes, les tuyauteries sont vieillissants. Il va falloir changer les tuyauteries. Il va falloir mobiliser d'abord des ressources qui vont nous permettre de changer les tuyauteries pour consommer une eau potable. Après ça, il va falloir amener l'eau là où les gens n'en ont pas. Et c'est inconcevable qu'on dise qu'à Niamey, vous avez des quartiers qui, à partir du mois de mars, ont un problème crucial d'accès à l'eau potable. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en termes de forages sauvages. Quand vous partez aux Pays-Bas, c'est Niamey. Mais pourquoi Pays-Bas ne peut pas avoir des installations d'eau potable? Quand vous partez à Lazare, c'est un problème crucial. Beaucoup de quartiers de Niamey souffrent de ces problèmes. Le quatrième problème extrêmement important qu'il faille relever, c'est que la station de traitement d'eau de Niamey est menacée par les habitations. Selon les conventions internationales qui régissent la protection des stations de traitement d'eau, on dit qu'il ne faut jamais construire des habitations en amont de la station. Il faut le faire en aval. Mais quand vous prenez le cas de la station de Niamey, vous voyez Goudel. À Goudel, vous avez beaucoup de sociétés hôtelières qui sont installées ou des grandes maisons aux abords du fleuve Niger. Toutes ces habitations drainent des déchets qui
vont naturellement dans le fleuve. Et ça va directement, parce que l'eau tourne comme ça va directement dans la station. Même si on a des produits pour le traitement, mais c'est risqué de continuer à donner des parcelles ou de faire de lotissement en amont de la station de traitement. Donc nous l'avons écrit, ça fait 3 ans, nous avons écrit à l'ASPEN pour dire attention, écoutez, Niamey, ce n'est pas comme d'autres régions du Niger, où Niamey n'a pas un champ de captage. Niamey, son champ de captage sur le fleuve Niger. On tire l'eau du fleuve, on la traite, on distribue. Par conséquent, nous devons faire attention, nous tous, pour protéger cette ressource du fleuve pour qu'il ne soit pas beaucoup plus infecté par les déchets toxiques qui seront difficiles pour nous à traiter avant de consommer cette eau. Donc voilà en quelque sorte quelques éléments d'appréciation que j'apporte par rapport à cette question. Mais c'est une très bonne chose, une chose extrêmement importante qui va nous permettre d'engager des ressources, sauver le secteur et également permettre à chacun des citoyens d'avoir accès à l'eau potable en milieu urbain et périurbain. Roi Concours, c'est une idée originale du service des programmes du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui vise quelques objectifs, dont entre autres, le premier objectif, c'est permettre à l'État et à la communauté de bailleurs de fonds de disposer de données désagrégées qui vont les orienter vers des localités qui ont plus besoin d'accès à l'eau potable. C'est un concours de meilleure photographie sur la problématique de l'accès à l'eau potable. Nous pensons qu'en initiant le jeune, comme on a dit, c'est des jeunes de 15 à 25 ans, on aura d'abord à faire connaître les zones qui ont des difficultés d'accès à l'eau potable en photo, donc c'est des données désagrégées qui sont fiables. Et deuxième élément, permettre à ces jeunes de 15 à 25 ans qui sont au collège, qui sont au lycée et qui sont à l'université, vraiment de s'intéresser à la question de l'eau et orienter leurs études vers les questions de l'eau. Et cela va nous permettre d'avoir des ingénieurs, un pool des ingénieurs d'ici 10-15 ans, de l'eau qui vont aider le Niger à relever ces défis. Troisième élément, c'est également de jeunes qui vont, parce que nous avons prévu des formations pour le meilleur photographe, pour les meilleures photos qui seront en tout cas primées, d'être formés. On les accompagne avec également un kit des appareils photo et autres là, et avec également un prix. Nous pensons que la formation va permettre à certains parmi eux également de faire de ça une activité professionnelle qui va leur permettre effectivement dans les régions ou dans les communes ou dans les villages d'être un meilleur photographe qui va faire de ça une activité professionnelle. Voilà entre autres quelque chose que nous visons parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les gouvernements africains n'ont pas placé l'eau au cœur des actions à promouvoir afin de lutter efficacement contre la pauvreté. C'est pour ça que ça donne la place à des individus malsains de s'enrichir sur le dos de l'État. Donc c'est pour vous dire que à travers ces concours, nous allons, comme je l'ai dit, amener les professionnels du secteur lors de formulation de politiques publiques, vraiment de mettre l'accent sur la question de l'eau. Et cela va permettre aux autorités actuelles ou les autorités futures vraiment de prendre l'eau comme facteur de développement. Parce que l'eau aujourd'hui, vous faites le lien nexus entre l'eau, l'éducation, l'eau, la santé, l'eau, l'agriculture, l'eau, l'énergie. Dans un pays où la question de l'eau est réglée, vous réglez la question de santé à 80%. Vous réglez la question de l'éducation à 80%. Vous réglez la question de la souveraineté alimentaire également à 80%. Donc l'eau, que ce soit pour la boisson, que ce soit pour l'agriculture, est un véritable facteur de développement pour nos pays.